ces derniers mois est vraiment beaucoup mis en lumière par l'actualité malheureusement dramatique. On a près de 2000 morts en Méditerranée depuis le début de l'année. On a les campements, vous connaissez bien dans la région, la jungle autour de Calais. On a à Paris des personnes aussi, des centaines de migrants qui sont dehors depuis des mois. Et la réponse pour l'instant européenne, c'est, en tout cas de la France, c'est l'Italie, vous gardez vos migrants. Et pour l'Europe, c'est surtout pas de solidarité et surtout continuer à avoir une politique de forteresse. Pourquoi ce forum? Ce forum, c'est une évidence. C'est une évidence parce que tu l'as dit, la situation sur cette question, elle est plus qu'urgente. Elle est urgente, évidemment, pour la vie des réfugiés, qui est au cœur de l'actualité. Aujourd'hui même, nous avons Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui va rencontrer le ministre, notamment anglais, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, notamment sur les migrants de Calais. On a une actualité qui est affolante, parce que tu l'as dit, Renaud, c'est pas seulement les chiffres. Lorsqu'on parle de morts tragiques, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez lu Le Monde hier, mais c'est également les chiffres records, notamment dans l'afflux de migrants sur les côtes grecques. Et donc, partout en Europe, nous sommes au bord du craquage. Et malgré tout cela, on a des chefs d'État européens qui continuent de freiner, notamment les propositions de M. Juncker. C'est qui M. Juncker? M. Juncker, c'est le président de la Commission européenne pour la première fois. Il a réagi. Il a dit qu'il en a marre que à chaque session dans l'hémicycle, on fasse des minutes de silence, notamment pour les migrants. Il faut une vraie politique migratoire européenne. Et donc, et je vais venir sur le plan de M. Juncker un peu plus loin, on voit bien que le thème des réfugiés aujourd'hui, il est devenu dans la bouche des différents dirigeants européens, certains hommes, certaines femmes de tous bords politiques, une espèce de marronnier vraiment insupportable, qu'on instrumentalise à l'envi parce que derrière, on a des chefs d'État qui ont la trouille. Et ils ont la trouille de quoi? En France, ils ont la trouille du Front National, et dans les autres pays, ils ont la trouille de l'extrême droite, et on voit partout en Europe, aujourd'hui se développer des partis politiques avec un titre exécrable qui s'appelle des partis anti-immigration. Je ne sais pas si vous avez lu durant l'été le journal du dimanche. Un été, je tombe sur cette une où on voyait Xavier Bertrand, qui est candidat dans notre région. Et cette une est choquante, puisque lui-même déclame, les bras croisés, un peu l'allure martiale, il dit « Messieurs les Anglais, attention à notre exaspération ». Par exaspération, qu'est-ce qu'il entend? Il entend bien entendu non pas seulement la situation humanitaire honteuse des réfugiés de Calais, mais le fait qu'il y a trop de migrants sur notre territoire. Et ce qui est exaspérant, c'est que les Anglais devraient prendre leur part et nous aider davantage, alors il dit, à nous en débarrasser. Vous voyez un peu les termes qu'on utilise. Vous allez on utilise exactement. Du côté italien, du côté de la frontière italienne, on a un Matteo Renzi. Matteo Renzi qui, lui, est exaspéré par l'attitude notamment de la France. D'un bout à l'autre, vous voyez, de l'Europe, on n'a que la réponse face à l'immigration. Ce sont les égoïsmes nationaux qui font la loi. Démerdez-vous avec vos migrants, chacun chez soi. Bref, j'ai pas envie d'insister sur le flot de démagogie,
de mauvaise foi, de mensonges sur la question des réfugiés et des migrants. On finit par plus savoir par quel bout ni comment aborder correctement et justement cette question. Mais moi, je crois toujours que les écologistes, notamment au Parlement européen, lorsqu'on parle d'immigration, on ne parle jamais de problème. Parce que nous, la question de l'immigration, c'est réellement une richesse, mais surtout c'est énormément une solution à de nombreux problèmes que rencontre l'Europe. Alors il faut sans doute commencer par le plus simple, parce que tous les jours, vous avez aussi des chiffres. La question, notamment réellement de combien de migrants, est une question qui revient tous les jours. Il faut matraquer le fait que les plus gros flux migratoires se font de sud à sud. Ne font pas de sud au nord. Ça, c'est faux. Aujourd'hui, on parle d'environ 100 000 migrants qui sont arrivés en Europe, c'est-à-dire au nom plus de 2000 morts en Méditerranée depuis le début de l'année, ce qui est un record, et une Commission européenne qui a fait une proposition loin d'être parfaite, mais qui avait le mérite de poser les premières bases d'une réponse européenne en imposant un petit peu une répartition solidaire. Mais les États, dont la France, ne veulent pas entendre parler de quotas, mais ils préfèrent parler de création de centres de tri. Et oui, centres de tri, comme ça se fait en Italie et en Grèce. Mais de quoi parlons-nous au juste? On parle d'êtres humains, on parle de femmes, d'hommes ou d'enfants, de gens bien réels qui meurent noyés en mer, arrivent dans des conditions qui sont indignes sur un des territoires les plus riches de la planète. L'Europe continue de lui refuser le minimum de ce qui fonde l'Europe dans ses valeurs, c'est-à-dire la dignité et la solidarité. La question des réfugiés en Europe, je le dis, est aujourd'hui une véritable honte. C'est une honte de notre temps et je pense que nos enfants nous accuseront. La seule réponse aujourd'hui des chefs d'État dans leur ensemble, c'est d'inventer de nouveaux dispositifs. Première étape, nous sommes tous d'accord sur pas une approche humanitaire, pas une approche de droit, une approche sécuritaire. L'approche sécuritaire, c'est toujours l'approche la plus simple, on va dire simpliste, et elle n'a jamais marché actuellement. Elle est prônée aujourd'hui par énormément de chefs d'État. Aujourd'hui, à l'Europe, le climat a changé aussi. L'extrême droite a un groupe politique, et lorsqu'ils prennent la parole dans l'hémicycle, la première chose qu'ils font, c'est se servir du Parlement européen comme tribune pour dénoncer notamment la question de l'immigration. Ils nous poussent ça comme thématique. Alors nous, nous portons un adage très fort qui est connu, disant qu'il est grand temps de construire des ponts, pas des murs, et pourtant, à l'heure actuelle, il y a un pays en Europe qui est en train de construire un mur anti-immigration, notamment la Hongrie. Nous sommes en train de nous battre pour dire ce n'est pas possible. Et face à ça, on a des chefs d'État qui ne réagissent même plus.
Alors on me dit que je me dépêche. Au-delà des slogans, quel est notre travail au Parlement européen? La première étape, c'est de plaider une réponse européenne solidaire qui aille au-delà des solutions court-termistes avancées aujourd'hui. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, la Commission européenne aujourd'hui, elle est prête. Elle est prête à revoir notamment le système de Dublin qui oblige l'État dans lequel un migrant est arrivé à traiter sa demande et à subvenir à ses besoins. Ce système qui date des années 90 est à la base des situations de crise que l'on connaît à Calais ou en Italie. La Commission prévoit notamment une réévaluation dès 2016, dans quelques mois. Mais c'est maintenant que ça bouge. Nous voulons mettre en place des consulats européens qui permettraient aux réfugiés désirant notamment une demande d'asile sur le sol européen d'avoir accès à un interlocuteur unique et direct. Parce que les demandes d'asile, aujourd'hui, sont trop longues. Et là, je regarde mon ami Toufik Bouznoun, qui reviendra d'ailleurs sur cette question, sur la réforme du droit d'asile et les carences qu'elle comporte en France. Et nous sommes en train d'anticiper à l'Europe. Parce que vous savez qu'il y a toute la problématique, notamment de Frontex. Frontex n'est pas un outil qui vient en aide aux migrants, au contraire. Frontex a été alimenté pour surveiller, matraquer réellement les migrants. Il faut anticiper. Anticiper, c'est d'abord aider les pays du Sud, notamment sur les aides au développement. Cette question, on ne la parle pas beaucoup, notamment lorsqu'on est dans des questions sur l'immigration, notamment l'Europe. Demain, il faut anticiper. Le réchauffement climatique va amener de nouveaux réfugiés, notamment des réfugiés climatiques. Nous sommes en train de travailler à l'Europe sur un statut de ce que pourrait être un réfugié climatique, parce qu'un réfugié climatique qui quitte son territoire, il ne peut pas rentrer dans son pays parce qu'il n'existera plus. Qu'est-ce qu'on fait? Mais vous pouvez compter sur les parlementaires européens, même si je dois vous dire qu'il est difficile aujourd'hui de travailler au Parlement européen, puisque le groupe des écologistes était durant la dernière mandature la 4e force du Parlement. Nous sommes aujourd'hui la 6e force de ce Parlement. Et avant nous, il y a des groupes politiques qui sont très réactionnaires sur la question de l'immigration. Alors il faut qu'on continue à débattre, mais il faut continuer à agir. Et là, je voudrais juste remercier l'ensemble des associations au niveau européen qui font un travail incroyable. Dès que nous pouvons, nous faisons des actions à l'intérieur de l'hémicycle. Il y a eu cette fameuse banderole avec évidemment Migre-Europe déroulée pour montrer à quel point tous ces gens, tous ces morts dans la Méditerranée devaient absolument avoir une reconnaissance européenne. Aujourd'hui, l'heure est grave, le temps nous est compté. Alors je nous souhaite de bons débats, en tout cas je suis sûre, nous aurons des solutions. Maintenant, à nous d'être entendus, en tout cas ça va prendre, je pense, un peu de temps, mais je pense qu'on va réussir. Je suis très contente en tout cas d'avoir ouvert ce forum qui mérite, oui, à une heure aussi. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, donc l'avenir, elle est entre nos mains. Merci. Je suis heureuse de vous accueillir à ce forum ce matin de la part de la Commission Immigration et aussi de la Commission transnationale. Merci d'être là, vous allez participer, et de la Commission Justice, représentée par Toufik Bouznoun qui est avocat.
et qui parlera en tant qu'avocat ce matin. Merci à Lille d'accueillir ce forum dans ce territoire du Nord-Pas-de-Calais qui connaît en ce moment beaucoup de présence de réfugiés, comme d'autres régions. Merci à Majouline Spy qui est là, qui est conseillère régionale Nord-Pas-de-Calais. Merci aussi aux conseillers de Paris, écologistes, Aurélie Solence, Fred Guérien, qui sont ici ce matin aussi, et aux gens que je reconnais d'autres régions, aux gens que je ne connais pas, aux Lillois, aux Calaisiens. Ce forum s'appelle Réfugiés en Europe. Le problème déborde l'Europe. Nous sommes concernés ce matin aussi beaucoup par l'Afrique. Les réfugiés qui viennent d'Afrique, Karima en a parlé, d'autres en parleront, qui passent par l'Europe et qui arrivent en France. On est en France, on est en territoire français. Cette actualité, Alpha Levi, il a pris racine ici. Je voulais aussi accueillir les comités de sans-papiers régionaux, lillois, qui sont ici. Merci d'être venus. Nous sommes sur cette lutte. Et avec elle, Alpha vous dira ce que c'est d'être réfugié ici. Il le vit, il a pris racine ici, il s'est construit une habitation. Combien de personnes peuvent en dire autant? Si ce n'est pas une racine, je me demande bien ce que c'est. Il est demandeur d'asile. J'ai rencontré avec Karima en fin juin. C'est une délégation d'élus écologistes de la région et de Lille. Je vais donner tout de suite la parole à Alpha. Il a 10 ans de vie à vous raconter. Je suis Maureen Tanguan et j'ai un parcours qui est un peu difficile parce que j'ai fait 10 ans de route. J'ai fait la Syrie, j'ai fait 1 an en Turquie. J'ai travaillé à Istanbul, à Kumkapé, ceux qui connaissent la Turquie, j'étais pêcheur au port d'Istanbul. J'ai quitté la Turquie par manque de sécurité pour aller en Grèce. Je connais les gens depuis la Turquie. Et j'ai vécu en Grèce 6 ans, où j'étais menuisier métallique. Et dans une société qui s'appelle Chicone International, je faisais des portes et fenêtres en aluminium. J'étais réceptionniste en hôtel dans une ville qui s'appelle Rhodes. Peut-être quelques personnes connaissent Rhodes. J'ai travaillé dans un hôtel qui s'appelle Blue Sky. J'étais traducteur de langue anglais, français, grec et turc. Bon, ensuite, ce qui m'a poussé à quitter la Grèce, c'était toujours je faisais des prisons. Des prisons parce que je n'avais pas de papier. 6 mois ici, 3 mois là. Je fuis même là où je suis, la prison, parce que j'avais signé 6 mois de prison et j'ai fait 1 mois. Donc comme toutes les prisons étaient pleines, même les centres de rétention étaient pleins, donc on va choisir les gens qui sont bons et on va les faire sortir pour 1 mois. Donc on a dit, Alpha, toi tu es quelqu'un de gentil, on va te faire sortir pour 1 mois, mais on aura besoin de toi pour faire 5 mois encore. Et comme la situation, les prisons étaient indigne jusqu'à que je le compare comme Guantanamo, j'ai fait 1 mois, c'est comme j'ai fait 10 ans. Et je sais que si je fais les 5 mois qui viennent, je vais mourir, j'ai quitté. Je fuis pour aller. J'ai marché de la Grèce jusqu'en Bulgarie et je ne connais pas que je suis dans un autre pays. J'ai quitté la Bulgarie, je suis revenu en Grèce parce que j'avais peur, parce qu'on m'a dit de ne pas quitter l'île de Rhodos parce que c'est une île, parce qu'on me recherche pour faire les 5 mois. J'ai fui pour aller en Belgique, où j'étais, commerçant, marchand ambulant. J'ai fait 3 mois en Belgique, où je vivais près de la gare de Midi, je crois, il y a des personnes qui connaissent. Et je voulais
faire mon asile, j'ai vu comment aussi la situation est en Belgique. J'ai dit je vais quitter pour aller en France. Pour aller en France, je suis mes descendants, mon grand-père était ancien combattant, il s'appelle Kadjo Abdoulaye, il est mort en France. Mon père qui m'a donné naissance était ancien combattant, moi-même qui vous parle. Je suis venu en France pour ma nationalité. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ton papa n'a pas signé la nationalité française. Donc je ne peux pas avoir des papiers. Bon, je parle aussi de l'immigration. Toujours on parle de l'immigration, et on ne parle jamais des causes pour lesquelles les gens sont souffert sur l'immigration. Je parle à l'Europe. Les frontières de l'Europe sont devenues les frontières mexicaines de l'Amérique. Souvent je dis l'Europe copie sur l'Amérique. Les causes sont, je parle à l'Europe, vous ne pouvez pas coloniser l'Afrique. Vous ne pouvez pas mettre la traite négrière 300 ans en Afrique, prendre les richesses africains, tuer les présidents africains comme Kadhafi, et vous dites que les personnes, vous ne voulez pas que les personnes viennent en Europe. Ça, c'est inadmissible. Et qui a tué le président libyen? C'est Sarkozy. Et moi, mon parcours, quand j'ai quitté mon pays, il n'y avait pas Libye parce que Kadhafi était en vie, il ne laissait personne passer. Donc ça, les migrants que vous parlez, c'est votre fruit, c'est l'Europe qui l'a fait. Donc il ne faut pas se plaindre. Et on parle toujours des migrants à Calais. Calais est devenu Guantanamo. Partout où tu passes, il y a des barbelés. Chaque 5 minutes, il y a la police. C'est comme on était en guerre. Et on n'est pas en guerre parce que les gens qui sont là-bas, ce n'est pas des terroristes. Ce n'est pas des gens qui sont poignards. Ils n'ont même pas un couteau. C'est des gens qui ont le rêve. Le rêve, c'est d'aller en Angleterre. Et il faut laisser la libre circulation, les gens vont aller là où ils veulent. Et souvenez-vous, si l'Europe a des problèmes pour fuir, pour aller en Afrique, on dit non, qu'est-ce que ça va se passer? Donc moi je dis, il faut quand même un respect entre les gens. Surtout nous, les réfugiés. Moi je ne dis pas qu'on est des migrants. Nous, on est des réfugiés. Les gens ont fui leur pays parce qu'ils ont des problèmes de guerre ou des problèmes politiques. Donc c'est des réfugiés. Il faut respecter les gens parce que nous tous, on est des êtres humains. On est des êtres humains. Il n'y a personne qui est plus que l'autre. Nous tous, on est des êtres humains. Mon logo, c'est « Aimons-nous. La vie est un cadeau du bon Dieu. L'amour est notre richesse. » Essayons pas de nous regarder la couleur de la peau. Il n'y a pas d'importance. Les religions, tout ça, il n'y a pas d'importance. Chacun a prié son Dieu et ça va là où il veut. Il n'y a personne qui connaît la religion qui est la plus bonne parce que c'est Dieu seul qui le connaît. Dieu est très gentil. Il nous regarde, lui, il n'a jamais parlé. C'est nous qui, jour et nuit, parlons de l'immigration, pas de respect. S'il vous plaît, il faut respecter les gens. Nous, je suis venu à Calais, ça fait 8 mois. Je vivais au centre de Calais, ça fait 4 mois, où on ne dormait pas. Chaque 5 heures du matin, 3 heures du matin, 6 heures du matin, la police ne nous laisse pas dormir. Nous réveiller, aller au camp, c'est comme des animaux. J'ai quitté le centre pour aller au camp. Et on nous a mis dans une forêt. Je suis sûr, j'étais venu en hiver. S'il y a personne d'entre vous qui était au camp à ce moment, vous dire qu'il y a une personne qui dort là, vous allez dire non. On nous a mis dans une forêt. Le gouvernement a mis 90 000 € pour juste mettre des barrières. Et vous avez vu qu'ils étaient là-bas. Pour nous isoler, laissez-les là-bas, ils vont mourir. Mais non. Nous, on a dit, on va en notre logo travailler, beaucoup travailler, toujours travailler. C'est pour ça que j'ai mis ma case. Je vous invite à venir voir ce que j'ai fait chez moi. Je suis artiste et architecte. En dehors de mes autres métiers, réceptionniste, menuisier métallique, pêcheur et traducteur de langue, je suis artiste aussi, je fais de l'art. Je vous invite à venir voir ce qui se passe. Nous, on est des gens qui ont la personnalité, la mentalité, l'idée dans la tête. On se réveille jour et nuit pour travailler et non pas dire que se taper le dos pour dire que je suis français alors que tu passes tout ton temps à demander l'aide du gouvernement. Nous,
demande à personne. On se réveille avec juste des palettes, on fait une maison. Et une maison qui est solide sans briques, c'est nous qui le faisons. Donc c'est des gens qui ont droit à être respectés et non rejetés. C'est ça que je voulais dire, que les gens qui sont là-bas, la majorité d'entre eux, c'est des Soudanais. Et qui a colonisé le Soudan? C'est l'Angleterre. Donc ce n'est pas à la France de prendre les colonies anglais. Ils n'ont qu'à prendre leurs colonies. Voilà. Et l'Angleterre ne peut pas dire que je fais partie de l'Union européenne et que je ne collabore pas. Ça, c'est faux. Et les barbelés qui vont jour et nuit faire le don du Calais, nous, on a la liberté, les Calaisiens n'ont pas les libertés. Ils veulent même quitter le Calais. Donc, les barbelés, je crois que si on veut faire des barbelés, il n'en faut qu'à faire en Libye. C'est en Libye qu'il faut faire des barbelés, mais pas en France. Voilà. Aller en Allemagne, c'est plus proche qu'aller en Angleterre, alors qu'en Angleterre, c'est 30 km de Calais. Et regardez tout ça. C'est juste à cause des réfugiés. Ce n'est pas des animaux, c'est des êtres humains. Donc il faut les respecter quand même. Et savoir que nous tous, on est... Souvent, chacun d'entre nous a des racines dans un autre pays. Donc nous tous, on est des êtres humains. Ce n'est pas la nationalité qui compte, c'est l'être humain qui compte. Dieu a créé l'être humain pour être aimé. Les outils, c'est être utilisé. Mais maintenant, est devenu le contraire. Les outils, c'est l'argent qui compte. Les êtres humains, on n'en a pas besoin. Je vais juste vous rappeler ce que c'est que le réseau Migrantrope. C'est un réseau euro-africain d'associations, de militants et de chercheurs. Il y a 51 membres individuels et 46 associations du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Europe qui travaillent essentiellement sur la question des frontières, de l'enfermement des étrangers, que ce soit en Europe ou au-delà, et plus largement de l'externalisation des contrôles aux frontières. La CIMAD, c'est l'association pour laquelle je travaille, qui est une association française que vous connaissez peut-être, est un membre fondateur de ce réseau. Et donc je vous présente aujourd'hui à la fois la CIMAD et à la fois le réseau Migrantrope. Donc Migrantrope travaille depuis plus de 10 ans sur ces questions de frontières, d'externalisation, de sécurisation des frontières. Ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est au cœur de l'actualité. Karima, on a un petit peu parlé tout à l'heure avec Calais, mais il n'y a pas que Calais. Alpha parlait tout à l'heure de la Grèce, de la Turquie, qui sont aussi au cœur de l'actualité, puisque les arrivées principales par voie maritime et terrestre se font actuellement par ces deux pays-là. Ce qu'il faut voir, et là Damien, je n'empiète pas sur ton intervention, je te le dis, c'est que la frontière, elle n'est plus que géographique, ça vous le savez. Aujourd'hui, elle est biométrique, électronique, elle est partout. C'est pas seulement dans les aéroports. La frontière européenne, elle est en Afrique, elle est en Amérique du Sud, elle est un petit peu partout. Et pourquoi cette frontière se développe et se balade un petit peu dans le monde entier? C'est essentiellement autour de l'espace Schengen, puisque pour avoir un espace de liberté de circulation au sein de l'Union européenne, l'idée derrière, c'est de renforcer ce qu'on appelle les frontières extérieures, les frontières de première limite, comme on peut appeler ça des fois. Et en renforçant justement ces frontières extérieures, on met en place tout un attirail, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Le nombre d'outils de sécurisation des frontières est exponentiel, on en a beaucoup. Je vais essayer de focaliser sur 2, 3, et notamment sur 2 qui sont un petit peu des sujets d'actualité dont on a un petit peu entendu parler, dont on n'a pas beaucoup d'informations. Je vais commencer par le principal, c'est le visa. Ça commence par là. La frontière, elle est déjà dans les consulats, en fait, à l'étranger, puisque pour accéder à un visa, il y a tout un tas de conditions, et que c'est pratiquement impossible pour une partie de la population mondiale d'accéder à ces visas. Et on peut voir, d'ailleurs, je vous invite à aller sur le site de Migrantrope qui travaille aussi beaucoup sur la question de la cartographie pour essayer de montrer les effets des politiques européennes. Il y a une carte qui s'appelle Un monde en vis-à-vis, où en fait le monde est coupé en deux entre ceux qui peuvent circuler et ceux qui ne peuvent pas. C'est-à-dire ceux où il y a un risque migratoire si on demande un visa. Donc voilà, la frontière commence aussi dans les consulats. L'autre
l'autre outil principal, en tout cas c'est pas un outil, mais là l'Union européenne et ses États membres, parce que l'Union européenne, il ne faut pas l'oublier, c'est ses États membres, et donc la France notamment, c'est tout ce qui est la coopération avec les États voisins, donc les États non membres de l'Union européenne, qu'on peut parfois appeler États tiers. Cette coopération, elle se fait de diverses façons, c'est assez compliqué et difficile à expliquer en 10 minutes, en tout cas principalement à travers ce qu'on appelle des accords de réadmission, qui sont des accords soit bilatéraux d'État à État, soit des accords communautaires, c'est-à-dire de l'Union européenne avec les États voisins, et qui sont là pour faciliter le renvoi des gens. C'est-à-dire que pour renvoyer quelqu'un, on a besoin de ce qu'on appelle un laissez-passer, c'est le consulat qui doit donner. Sans ce laissez-passer, on ne peut pas renvoyer la personne. Ce qui est prévu dans les accords de réadmission, c'est justement, notamment, de pouvoir se passer de ce laissez-passer. Donc l'idée, c'est de renvoyer plus vite. Les autres types de coopération, il y a quelque chose dont on commence à entendre parler, c'est les partenariats pour la mobilité. Donc ça, c'est une coopération européenne. L'Union européenne a une approche globale des migrations, c'est-à-dire qu'à la fois, elle souhaite, comme elle dit, intégrer, accueillir, et en même temps, elle a une responsabilité. La responsabilité, c'est la protection de ses frontières. Dans le cadre de ces partenariats pour la mobilité, notamment, des accords de réadmission sont prévus. L'agence Frontex, la coopération des pays avec l'agence Frontex est également prévue, etc., etc. La question de la sécurisation des frontières dans les partenariats de mobilité est extrêmement prégnante. On peut, quand on y regarde d'un petit peu plus près. Aujourd'hui, sur les partenariats de mobilité, il y a des pays comme le Maroc, la Tunisie ou la Jordanie qui ont signé ce type de partenariat, et donc on va voir dans les années à venir, alors ça va prendre 5 ou 10 ans, comment est-ce qu'ils vont être mis en place. Et on le voit déjà, avec ces partenariats pour la mobilité, la frontière, elle est déjà là-bas, elle est plus ici, puisqu'on demande en fait aux États voisins, à nos voisins, de protéger leurs frontières, et donc par extension les nôtres, et de garder en amont les personnes qui sont considérées comme indésirables. Donc, en ce qui nous concerne, les personnes en migration. Il y a l'agence Frontex, Karima en parlait tout à l'heure, voilà, cette agence européenne créée en 2004, qui a commencé à travailler en 2005, qui, vous le savez, se déploie aux frontières maritimes, terrestres, dans les aéroports également. Cette agence, Karima le disait, n'est pas là pour défendre les migrants. Effectivement, ce n'est pas son mandat. Son mandat, c'est d'aider les États membres à surveiller, à contrôler leurs frontières. Je le souligne une fois de plus parce que c'est important, puisque depuis plusieurs mois, on parle de l'opération Triton, qui est l'opération maritime de l'agence Frontex qui a lieu en Méditerranée centrale, en gros on va dire dans le canal de Sicile pour faire court, et on nous explique que l'opération Triton est le pendant, est ce qui suit est la suite de l'opération italienne Mare Nostrum. Triton n'est pas la suite de Mare Nostrum, ce sont deux opérations différentes. Mare Nostrum était une opération humanitaire militaire italienne dont le mandat était le sauvetage. L'agence Frontex, l'opération Triton, son mandat, c'est la surveillance et le contrôle. Là où Frontex va opérer et opère même actuellement sur le sauvetage, c'est quand on le lui demande, c'est-à-dire quand les autorités italiennes le lui demandent dans le cadre du droit international et de ses obligations internationales. Mais ce n'est pas la même chose. Il y a ensuite le système Eurosur. Alors le système Eurosur, je ne sais pas si vous en avez parlé parce qu'on n'en parle pas beaucoup. L'idée, c'est de mettre en lien l'ensemble des systèmes de surveillance européens afin de communiquer le plus rapidement possible et à terme de savoir en temps réel ce qui se passe sur l'ensemble des frontières extérieures de l'Union européenne. Ce système Eurosur aujourd'hui est coordonné par l'agence Frontex. À terme, il sera complètement englobé dans l'agence Frontex, donc le budget d'Eurosur rentrera dans le budget de l'agence Frontex. Donc l'idée, là, une fois de plus, c'est cette surveillance, et je pense que c'est pareil du côté de Frontex, c'est que c'est une surveillance, l'idée c'est de voir à distance ce qui se passe aux frontières. L'idée c'est que les gens n'arrivent pas, c'est pas que les gens puissent accéder au territoire européen, c'est effectivement qu'ils ne puissent pas y accéder.
Et il y a plusieurs déclarations politiques, notamment à l'échelle européenne ces derniers mois, dont vous avez certainement entendu parler, qui confirment qu'on continue en fait tout simplement à aller dans le même sens, c'est-à-dire le renforcement des frontières. C'est-à-dire qu'on ne revient pas sur ce qu'on fait, malgré l'échec de ces politiques, et ça on pourra en parler tout à l'heure. Et donc je vais prendre ici deux exemples. Quelque chose qui s'appelle le processus de Khartoum, qui a commencé en novembre 2014. Donc l'idée là, c'est un dialogue de l'Union européenne avec les pays de la Corne de l'Afrique et quelques autres pays. Alors, les pays de la Corne de l'Afrique, je vous donne quelques exemples, l'Érythrée, le Soudan, Soudan du Sud, Somalie, il y a d'autres pays qui ont participé, type Égypte, Tunisie. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir un dialogue de coopération, une fois de plus, pour lutter contre l'immigration irrégulière, bien évidemment, puisque c'est quand même le sujet principal de l'Union européenne, lutter contre les systèmes de passeurs et de trafic, et ça on y reviendra avec l'autre dispositif dont je vous ai parlé. Apprendre à mieux gérer l'immigration au niveau national dans ces pays, etc. etc. La société civile, les associations notamment, se sont insurgées contre le début de ce dialogue, notamment du dialogue avec l'Érythrée, vous le savez, dictature sanguinaire, voilà. Mais du coup, le dialogue continue et de toute façon continuera, et j'en veux pour preuve que dans le cadre du 11e Fonds européen pour le développement, c'est 312 millions d'euros qui vont être alloués pendant 6 ans à l'Érythrée pour son développement. Alors, la question est de savoir quelle est la vision du développement de l'Union européenne, et notamment si cet argent ne sera pas affecté notamment à la gestion des frontières. Le dernier dispositif dont je voulais parler, c'est une opération militaire qui s'appelle EUNAVFOR-Med, qui a un nom un peu bizarre. Vous avez peut-être entendu parler. La Commission européenne a fait tout un tas de propositions, le Conseil de l'Union européenne aussi par ailleurs, et notamment l'idée de mettre en place une opération militaire en mer Méditerranée au nom de la lutte contre le trafic d'êtres humains, des passeurs, etc. L'idée, c'est d'avoir une opération en 3 phases. Actuellement, elle est dans sa première phase, elle a débuté le 22 juin. Donc là, elle est sur la phase de surveillance, c'est-à-dire que une petite dizaine de navires européens, notamment français, sont dans le canal de Sicile, dans les eaux internationales, et surveillent à distance ce qui se passe en Libye. Alors, il y a aussi des navires allemands, etc., etc. La fonction de cette opération militaire pour le moment, c'est également la surveillance. Donc là, on peut se poser la question de quelle coordination entre l'agence Frontex et cette opération militaire, quelle est la plus-value de l'agence Frontex en termes de surveillance sur la même zone, alors qu'en même temps on a une opération militaire aussi de surveillance. Et là, une fois de plus, l'idée n'est pas le sauvetage. Et ça, les autorités, notamment allemandes, l'ont bien précisé. Tout comme Frontex, ils répondront à leurs obligations internationales en termes de sauvetage si on leur demande, mais le mandat de cette opération n'est pas le sauvetage. La deuxième phase serait, et on n'en est pas encore là, l'arraisonnage de bateaux, qui serait en mer et notamment dans les eaux territoriales libyennes. C'est là où la question, où le bas blesse pour le moment. Et la troisième phase de cette opération serait la destruction des bateaux. Pourquoi ça bloque aujourd'hui? Vous le savez peut-être, ça bloque parce que tout simplement il leur faut, pour intervenir dans les eaux territoriales libyennes, soit l'autorisation des autorités libyennes, ce qui est en ce moment un petit peu compliqué, et de toute façon l'autorité représentante aux Nations Unies de la Libye pour le moment n'est pas d'accord, ou l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Et pour le moment, la Chine et la Russie bloquent cette décision. Là où la société civile, les associations, Migre Europe notamment, mais pas que, se questionnent, c'est sur justement la destruction des bateaux, et l'arraisonnage et la destruction des bateaux. C'est-à-dire qu'on ne voit pas bien comment des bateaux remplis de personnes,
ne voit pas bien comment ils peuvent détruire des bateaux déjà en mer avec des réfugiés à l'intérieur. Donc ça, c'est quand même des questions qu'on se pose. Et concrètement, il y a Wikileaks qui a sorti un câble il y a quelques semaines, justement, d'un document émanant du comité de sécurité, un comité européen avec des gens qui s'occupent de la défense européenne, des représentants des États membres. Et justement, dans ce document, il est mis plusieurs choses, et notamment de faire attention qu'il n'y ait pas trop de dommages collatéraux. Donc, par dommages collatéraux, nous présumerons les réfugiés. Et donc là, effectivement, on se questionne. Mais le comité se questionne également aussi sur l'image qu'aurait ce type d'opération militaire, l'image de marque, entre guillemets, de l'Union européenne. Alors on n'en est pas là, mais on voit bien qu'il y a une militarisation des frontières. Alpha tout à l'heure parlait de guerre aux migrants. Et effectivement, c'est ce que dit Migrants Europe, c'est également ce que dit la campagne Frontexit, où il y a une vingtaine d'organisations qui travaillent dedans. On est effectivement actuellement dans une guerre aux migrants. Et donc nous, ce qu'on aimerait dire, c'est que justement, au lieu de rester dans cette logique sécuritaire qui ne fonctionne pas, puisque plus on ferme les frontières, plus il y a de morts aux frontières. Et j'en veux pour preuve l'année dernière, l'opération Mare Nostrum, effectivement, a sauvé énormément de vies. Mais c'est aussi l'année où il y a eu le plus de morts en mer Méditerranée. Le sauvetage, c'est une obligation de droit international. La question principale, c'est le contrôle et c'est l'accès au territoire européen. Tant que les gens ne pourront pas accéder au territoire européen, ça continuera comme ça. C'est-à-dire qu'on continuera à avoir des morts, on continuera à avoir Calais, à avoir des jungles en Serbie, en Grèce, etc. Mes recherches portent sur une comparaison des politiques de sécurité frontalière, Israël, Europe, États-Unis. Donc dans le temps qui m'est imparti ici, j'aimerais justement resituer la situation en Europe dans un paysage global de la frontière, en faisant des liens et des comparaisons avec ce qui se passe ailleurs. Vous ne serez donc pas surpris d'entendre que la signification majeure de la frontière qui se développe à l'échelle globale, depuis maintenant 20 voire même 30 ans, c'est celle d'une ligne d'exclusion, d'une limite territoriale à défendre, à militariser contre une invasion d'indésirables, d'ennemis. On est proche de l'étymologie en français et dans les langues latines du mot frontière, qui vient du vocable militaire médiéval front, comme lieu d'affrontement. Cette conception de la frontière, cette signification de la frontière semble être partagée dans différents systèmes politiques. Bien évidemment, on vient de le souligner avec le cas de l'Union européenne, il est impossible d'arriver à un accord politique pour accueillir des migrants et des réfugiés et les répartir au sein des pays de l'Union européenne. En revanche, ces derniers mois, il y a un consensus politique sur l'idée qu'il faut militariser les frontières extérieures. Cela se manifeste comment? Par la construction de murs, de barrières, Ceuta Melilla, la Hongrie, la Grèce, la Bulgarie. Ça se manifeste aussi par toutes les opérations qu'a énumérées Eva en Méditerranée. Dans le cas des États-Unis, grand modèle en la matière, de manière similaire, de manière plutôt analogue, pas d'accord politique au Congrès sur une réforme qui viserait à donner un statut juridique à 11 millions de migrants non autorisés qui parfois vivent aux États-Unis depuis très longtemps, qui est complètement bloqué au Congrès fédéral. Par contre, il y a un consensus depuis la fin des années 70 pour militariser la zone frontalière avec le Mexique qui s'est passée dans différentes phases. Moi, je me suis intéressé sur le cas de l'Arizona plus particulièrement. On pourrait parler du cas australien, avec l'opération Frontières souveraines de 2013, et notamment la création de centres de rétention et de détention des migrants, non pas sur le territoire australien, mais qui est externalisé jusqu'au Cambodge et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On pourrait parler du cas de la militarisation des frontières de l'Inde. On pourrait aussi parler, bien évidemment, de la matrice israélienne en la matière et la fermeture de ces différentes limites territoriales. Donc le paysage global de la frontière, c'est donc ça. Multiplication des dispositifs de contrôle pour lutter contre des indésirables, sachant que leur efficacité militaire est douteuse, critiquable, voire carrément inefficace, puisque face à ces dispositifs, les migrations se contournent, se déplacent, et ça, on peut en faire la démonstration dans chacun des cas que j'ai énumérés. Donc la fonction stratégique de ces dispositifs, c'est pas nécessairement de contrôler, elle est ailleurs. Et moi,
moi, ce que je défends, c'est qu'elle est dans un outil de communication publique. Le but du contrôle, ou du moins d'offrir l'image de ce contrôle, c'est de réassurer les citoyens emmurés, de leur offrir donc cette image du contrôle, de leur donner de l'ordre dans un monde qu'on leur présente comme dangereux, fluide, globalisé, plus dangereux qu'il y a 40 ans. Et du coup, pour générer quoi? Pour générer des réflexes d'attachement identitaire au territoire, patriotiques, nationaux. Donc là, on est dans un processus assez classique de l'État-nation, en fait. Rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce scénario-là que je vais vous décrire, eh bien, il se répète dans tous les systèmes politiques que je vous ai présentés, bien évidemment avec des spécificités culturelles et politiques. La figure de l'ennemi n'est pas la même en Israël qu'aux États-Unis, elle n'est pas la même en Australie que chez nous. Il y a différentes spécificités. Maintenant, qui sont les acteurs de ce contrôle? Quels sont les acteurs qui jouent cette théâtralité de la frontière fermée? On a bien évidemment d'abord les acteurs politiques décisionnaires, qui voient dans leur soutien à ces politiques de contrôle une manière de montrer leur volontarisme et leur capacité à gérer, entre guillemets, la situation. Il y a ensuite les bureaucraties, qui trouvent, comme Frontex, comme aux États-Unis la Border Patrol, le Department of Homeland Security, qui voient dans le contrôle frontalier un moyen de légitimer leur budget et leur raison d'être. Il y a aussi les industriels de la sécurité et de la défense. Le marché du contrôle frontalier est un marché, alors je ne vais pas emmener les chiffres ici, mais absolument phénoménal. Et ce qui fait qu'on peut retrouver des techniques de gestion de foule ou de contrôle, de radar, de drones israéliens, par exemple en Arizona. Et enfin, il y a aussi des acteurs non étatiques issus de la société civile, comme moi j'ai pu l'étudier en Arizona, c'est-à-dire tous les mouvements Minutemen ou de vigilantisme qui poussent leur gouvernement à demander plus de militarisation des frontières. Selon moi, ces différents acteurs, dans leur système politique, ils remplissent 3 opérations qu'il est très important de comprendre pour savoir comment se fabrique cette politique. La première, et leur force, c'est qu'ils problématisent les mobilités de ces migrants comme un problème, comme un enjeu national. C'est un enjeu pour plusieurs raisons. C'est le fameux, ça se décline par exemple sur le fameux « ils nous piquent nos emplois », il y a du doping social, etc. Donc ils créent les migrants comme un problème dans leur discours, dans leur pratique, dans leur prise de position. Deuxième opération, c'est qu'ils sécurisent. C'est-à-dire que ces acteurs-là vont dire « il n'y a que le sécuritaire pour solutionner ça ». Les autres alternatives n'existent pas, c'est un problème militaire. On a les technologies, les drones, tout ce que vous voulez pour y répondre. Et la troisième opération, c'est qu'ils publicisent, ils diffusent, ils sont présents dans les arènes de débat public, ils sont présents dans les médias et ils matraquent le cadrage que je viens de vous présenter. Il faut militariser les frontières. Alors ça se décline par We Need a Fence aux États-Unis, on le voit bien avec les déclarations de Donald Trump actuellement. On a encore un engouement pour fermer la frontière avec le Mexique. Face à eux, et ça va nous intéresser un peu plus, quelles sont les possibilités de contestation de ces cadrages-là? Quelles sont les alternatives et quels sont les acteurs qui les portent dans ces différents systèmes politiques? On a bien évidemment les ONG de défense des droits et on a les partis politiques qui travaillent avec elles, voilà, qui essayent aussi de porter des discours alternatifs. Les ONG de défense de droits sont parfois prises dans une ambiguïté qu'elles habillent d'un vernis humanitaire des politiques d'expulsion et du coup elles sont elles aussi dans des ambiguïtés. Comment contester tout en aidant les personnes qui ont besoin d'une protection juridique, etc. Il y a aussi les acteurs économiques. Et là je prendrai le cas des États-Unis et du Mexique. La frontière entre les États-Unis et le Mexique est poreuse, malgré la multiplication des dispositifs de sécurité. Pourquoi? Parce que les forces du marché et notamment les industriels du commerce transfrontalier ont un lobby très 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 fort et ils arrivent à obtenir que les financements des dispositifs de sécurité assurent aussi la fluidité des marchandises. Donc les acteurs économiques peuvent avoir un cadrage alternatif à cette vision militariste de la frontière, ou du moins ils l'aménagent. Il y a aussi les ONG environnementales et par exemple en Israël ou même aux États-Unis, en Arizona, il y a des ONG environnementales qui ont empêché la construction à tel ou tel endroit pour des raisons environnementales, des murs et la militarisation. Et puis il y a récemment, par exemple, l'Église catholique, voilà, avec son pape François, qui a fait de la cause migrante et qui diffuse elle aussi un contre-cadrage à la sécurité frontalière. Et puis, je les mets volontairement à la fin, parce que c'est ceux qu'on écoute le moins dans ces politiques de contrôle frontalier, surtout dans leur élaboration, ce sont les migrants et ce sont les résidents de ces confins, de ces zones frontalières.
Alors selon moi, ce sera mon propos un peu conclusif pour essayer d'alimenter la discussion qui va suivre. Quels sont donc les enjeux fondamentaux pour proposer, penser et traduire en dispositifs concrets ces alternatives à la sécurité frontalière? Et premièrement, je pense que le premier enjeu, c'est de mener une bataille pour l'imaginaire de la frontière que l'on veut défendre. En ce moment, la frontière est pensée comme une ligne militaire, et de plus en plus, c'est un discours hégémonique. Il faut être clair sur quelle est la vision alternative de la frontière. La frontière ouverte ou fermée, fluide ou contrôlée, inclusive ou exclusive, de relationnel ou au contraire de différenciation. Donc là, il y a une bataille, bien évidemment, qui passe par une bataille médiatique, par une bataille, tout à l'heure, Karima disait le mot matraquage, je pense qu'il y a vraiment une bataille là-dessus, et on l'a vu avec les naufrages en Méditerranée en mars, qu'il y a eu une prise médiatique là-dessus, et je pense que c'est très important aussi, parce qu'on est véritablement dans une opération de désacralisation de l'imaginaire militaire des frontières. Et ça me semble clé pour susciter une adhésion et une croyance envers des contre-cadrages. Cela implique aussi de lutter contre les fantasmes, et notamment le premier duquel, qui est celui d'invasion. Et là, je vous renverrai à des recherches qui sont menées actuellement à Sciences Po dans un groupe de recherche qui s'appelle le Mob Globe, qui essaie justement de penser l'ouverture des frontières et de voir en pratique, et à la fois dans les discours, les alternatives qui peuvent être créées. Et enfin, le deuxième enjeu, et je l'emprunte au philosophe Étienne Balibar, qui écrivait cela déjà en 2001, sur une réflexion sur les frontières, l'enjeu c'est la démocratisation des frontières. C'est-à-dire, et je le cite, mettre la frontière au service des hommes et la soumettre au contrôle collectif, au lieu qu'elle soit le monopole des acteurs du contrôle, et qu'elle serve à nous assujettir à des pouvoirs sans que nous ayons une possibilité de contrôle ou qui puissent nous réprimer. L'enjeu est donc de récupérer cette signification de la frontière. Donc cela passe par quoi? Par la défense d'un droit à la mobilité. On en a parlé tout à l'heure. Un droit à la mobilité qui serait un droit individuel et non pas seulement un besoin économique ou démographique de sociétés développées. Cela passe aussi par l'élaboration de dispositifs d'accompagnement des migrations, d'accompagnement des mobilités, notamment en stabilisant le statut juridique des migrants une fois qu'ils sont ici et ne pas réformer et changer leur statut et leur offrir des statuts pérennes pour qu'ils puissent élaborer des projets de vie. Et enfin, cela passe aussi par la fin de la criminalisation du franchissement des frontières et la fin de l'enfermement. Voilà, je vous remercie. Quand on travaille sur la réforme du droit d'asile, on se demande forcément si cette réforme est connectée à une réalité. Et là, en l'occurrence, la réalité, c'est une actualité brûlante. Et on aurait pu attendre d'un projet de loi qui porte de prétendues avancées en matière d'accueil et de protection des réfugiés, qu'il intègre également des problématiques que la France et que d'autres pays européens connaissent, la France à l'intérieur de son territoire et aux abords de ses frontières. Et la première réaction que j'ai eue, c'est de découvrir que finalement, il n'y avait aucun lien entre les deux. Aucun lien parce que un texte de loi qui est d'inspiration européenne ne peut pas améliorer une situation si l'Europe elle-même ne décide pas d'améliorer cette situation. Donc la France, en l'état, en tout cas après l'adoption de la loi du 29 juillet 2015, se contente, je le dis très clairement et sans polémique, de transposer des directives européennes de manière quasi minimale. Donc ça veut dire certainement des avancées, je vais les décrire rapidement, mais c'est aussi un statu quo. Et ce statu quo est amplifié par la situation que connaît Calais, puisque non seulement l'Union européenne fait montre d'un manque de volonté évident, mais en plus, du point de vue de la diplomatie européenne, elle fait montre aussi d'une fébrilité à l'égard de ses partenaires, qui sont membres de l'Union européenne, mais pas membres de l'espace Schengen, et je pense à la Grande-Bretagne. Aujourd'hui même se réunissent Bernard Cazeneuve à Calais avec le ministre anglais des Affaires étrangères de l'Intérieur pour discuter de la situation de Calais et éventuellement réviser ce qu'on appelle les accords de Touquet, qui sont les accords de 2003 qui visent simplement à la sécurisation du passage entre la France et l'Angleterre. On a décidé aujourd'hui de discuter d'un nouvel accord qui aurait pour objet, selon les informations qui m'ont été données,
d'obliger l'Angleterre finalement à prendre part à la résolution de la situation humanitaire à Calais. Je doute que Bernard Cazeneuve y parvienne, mais c'est un peu l'objectif, en tout cas, affiché. Et je rejoins ce que vient de dire David, c'est Damien, pardon. Il y a une forme d'affichage aussi, parce que quand on regarde concrètement les garanties, les avancées, on a de quoi être déçu. Mais bon, je vais être d'abord un petit peu positif et optimiste, et je vais vous décrire les quelques avancées notables et intéressantes du texte de loi, parce qu'il y en a. La première de ces avancées, c'est de décider que le demandeur d'asile bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français. Et ça, c'est une avancée qui est intéressante. Alors, qui a été grignotée par un certain nombre d'exceptions, mais ça reste quand même une garantie importante. La deuxième garantie, c'est le droit à la formation et au travail du demandeur d'asile, donc de la personne dont la demande est en cours de traitement et qui n'a pas reçu de décision dans un délai de 9 mois. Ça, c'est une solution effectivement concrète qui permet, à l'expiration d'un certain délai, de ne pas laisser le demandeur dans un état finalement d'attente, sans lui permettre, ne serait-ce que d'avoir accès à une formation ou même de travailler, donc de subvenir à sa vie. Donc c'est une partie, une réponse, je dirais, indirectement humanitaire à la situation de certains demandeurs qui se retrouvent effectivement sans argent et sans moyen de se loger. Une autre avancée qui est critiquable, mais bon, ça c'est normal, c'est parce qu'elle concerne les avocats. On a instauré un droit pour le demandeur d'être assisté au cours du premier entretien à l'OFPRA, l'Office français des apatrides. L'idée c'est quoi? C'est un demandeur d'asile se présente à l'OFPRA pour justifier de sa situation. Jusqu'à hier, cette personne se présentait sans savoir ce qu'il attendait, sans savoir quelles étaient les questions qui allaient être posées, sans être véritablement préparé, si ce n'est par les associations, mais qui n'ont jamais été autorisées à assister à un entretien. Donc elles ne savent pas concrètement quel est le rouage, tout comme les avocats d'ailleurs, et ce que l'on attend de l'étranger. En l'occurrence, non seulement cette personne pourrait être assistée d'un avocat, mais également, de manière alternative, par le représentant d'une association. Et ça, c'est une consécration qui est dans la directive du 26 juin 2013, la directive accueil, pour permettre finalement une assistance par un tiers. Vous savez, c'est comme dans les gardes à vue. Celui qui est en garde à vue, il est tout seul. Quand il y a un avocat, c'est différent. Le comportement des autres, et notamment des personnes, des officiers de police, n'est pas tout à fait le même que quand il n'y a pas d'avocat. Et c'est pas pour rien que j'utilise cette comparaison avec la garde à vue, c'est parce que le régime qui a été mis en place pour l'assistance de l'avocat et ou de l'assistance du représentant de la station est calqué sur celui de la garde à vue. Et je dirais même plus, il est beaucoup plus restrictif que celui de la garde à vue. Donc c'est bien, il y a une garantie procédurale qui est intéressante, mais vous voyez, l'avocat ou le représentant de l'association ne pourra pas faire d'observation pendant l'entretien. Il doit se taire et il ne peut faire d'observation qu'à la fin de l'entretien. Il a le droit de prendre des notes, mais attention, ces notes sont confidentielles, donc on crée la possibilité pour le directeur de l'OFPRA de saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats si on apprend que des notes ont fuité et que donc les éléments qui ont été enregistrés, écrits par l'avocat sont divulgués. Bien sûr, l'avocat doit se taire, il ne participe pas, il peut poser des questions, mais attention, ne surtout pas poser les questions directement à l'interprète. Ce que je vous dis là, ça ressort d'une décision qui est connue, c'est la décision du directeur de l'OFPRA qui organise la présence des associations et des avocats. Elle date du 30 juillet, elle est disponible sur le site de l'OFPRA, et on vous dit concrètement qu'on veut bien accorder ce nouveau droit, mais on va le limiter finalement à une présence qui est quasiment celle du spectateur passif. On va faire de la calinothérapie, voilà, pendant une demi-heure. On est un peu dans l'affichage, j'aurais souhaité que la mesure soit beaucoup plus proactive et qu'on puisse permettre aussi aux avocats de participer, aux membres de l'association, de participer à cet entretien pour essayer d'aider la personne dans le cadre de cet entretien. Je mets de côté tout l'aspect aide juridictionnelle qui n'est pas prévu dans ce système. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les demandeurs d'asile ne pourront pas être assistés au titre de l'aide juridictionnelle par les avocats. Donc ça veut dire que
le Conseil national des barreaux va devoir mettre en place, parce que je fais partie de ceux qui demandent au sein de nos représentants de mettre en place un pool d'avocats bénévoles qui vont intervenir auprès de l'OFPRA. Alors, la plupart des avocats s'en fichent, je le dis clairement. Certains qui interviennent déjà en matière d'immigration et pas d'asile, parce que ce sont deux choses différentes. Un réfugié n'est pas un migrant, comme l'a dit Alpha. Donc il faut vraiment mettre en place des structures qui permettent aussi au bénévolat de mieux s'exprimer, et c'est peut-être un des problèmes de cette loi, c'est qu'elle ne favorise pas l'épanouissement des associations et ne leur donne pas les moyens qui leur permettent d'assurer leur mission quotidienne. Il y a des délais de jugement qui sont raccourcis dans cette loi, donc ça c'est intéressant puisqu'on a une Cour nationale de droit d'asile qui est contrainte par des délais. Dans la procédure normale, le délai c'est 5 mois, donc on sait qu'il va y avoir la possibilité effectivement d'un maintien sur les territoires pendant ces 5 mois, jusqu'à cette décision, et une procédure accélérée, je vais en parler, qui est ramenée à 5 semaines. Alors, on a des délais d'enregistrement de demande raccourcis, donc on a une facilitation du dépôt de la demande d'asile, on a une accélération des délais de traitement, c'est l'objectif de ce texte, et on a surtout, et ça c'est une des victoires, je pense que tout le monde s'en est réjoui, moi en tout cas je m'en suis réjoui, on a posé le principe du recours suspensif pour toutes les décisions et donc tous les régimes confondus. Il faut que vous sachiez que lorsque une personne demande l'asile, on va vérifier de quel pays d'origine elle est. Et il existe en France, et donc en Europe, une liste qu'on appelle pays d'origine sûre. Cette liste des pays d'origine sûre est fixée par le conseil d'administration de l'OFPRA, et lorsque la personne est issue de l'un de ces pays dont on dit qu'il est sûr, on va lui appliquer une procédure accélérée. Et cette procédure accélérée ne permettait pas jusqu'à présent à la personne de bénéficier d'un recours suspensif. C'est-à-dire que sans attendre même le recours qui pourrait être fait de la décision de rejet, la personne peut être ramenée dans son pays d'origine. Donc on avait une procédure expéditive, elle n'était pas prioritaire, elle était expéditive, qui permettait un traitement expéditif des demandes, où on préjugeait du caractère sûr d'un pays sans prendre en compte la situation personnelle, voire des conflits locaux qui ne touchent pas tout le pays, mais certaines parties du pays. Alors pendant très longtemps, cette liste des pays sûrs a été modifiée à la diligence des associations, et je salue leur travail, puisque c'est elles qui saisissaient systématiquement le Conseil d'État pour dire « Attention, l'Albanie ne peut pas être maintenue dans la liste des pays sûrs pour telle et telle raison ». La dernière décision du Conseil d'État concerne le Mali, puisqu'il y a eu une modification concernant les conflits dans la partie du Mali. Donc on a modifié la liste des pays sûrs. Alors on l'adapte. Quelquefois on dit que le pays est sûr pour les femmes, pas pour les hommes. Voilà comment ça se passe. Donc c'est une appréciation qui est quasi bureaucratique, il faut le dire, mais avec quand même une pression des associations qui permet de faire en sorte que cette liste des pays sûrs soit adaptée. Moi, personnellement, je demande à ce qu'elle soit supprimée, puisque la notion même de pays sûr est absurde. C'est absurde. Donc, le texte ne le prévoit pas. Il reprend à son compte cette liste des pays sûrs, il définit un peu mieux ce qu'est un pays sûr, mais il ne la supprime pas. Je pense que l'une de nos revendications, en tout cas en tant qu'écologiste, ça a toujours été de porter la suppression de cette notion de pays sûr, parce qu'elle est assez absurde sur le plan pragmatique dans l'appréciation de la situation des personnes. Il me reste 2 minutes pour vous présenter les 2 dernières avancées, je dirais. Le texte prévoit une suspension d'une mesure d'éloignement dans le cas où il y a une demande d'asile. Là aussi, c'est une garantie qui est intéressante. Ça rejoint la notion de droit au maintien sur le territoire dans l'attente d'une décision définitive. Ça veut dire, quelle que soit la situation de la personne, elle a le droit de se maintenir sur le territoire et une mesure d'éloignement ne peut pas être prise. L'UMP avait déposé notamment au Sénat et avait adopté au Sénat dans le texte un dispositif qui permettait en fait la mise en œuvre d'une obligation de quitter le territoire en cas de refus de l'OFPRA. Donc, on voit bien que tout de même on a échappé au pire. On a échappé au pire, mais on n'a pas non plus tout à fait le meilleur. Et ce meilleur, c'est d'abord cette notion de liste des pays sûrs qui aurait dû être supprimée mais qui a été maintenue et qui pose concrètement de vraies difficultés dans l'appréciation de la situation des demandeurs d'asile. On a aussi une procédure qui est appliquée, qui est une procédure expéditive. Alors, grâce au texte, on a ce recours suspensif, mais malgré tout, on a quand même un recours suspensif qui est exercé devant la Cour nationale du droit d'asile
dont la composition est modifiée, c'est-à-dire qu'on passe d'une composition collégiale à un juge unique qui va statuer donc, dans les 5 semaines. Donc c'est un recours suspensif pour 5 semaines, contrairement aux autres recours suspensifs de la procédure normale qui dure 5 mois. Donc on a un vrai problème, on octroie un recours suspensif, mais concrètement son utilité est contestable, et notamment la manière dont il va être traité, notamment au regard des droits de la défense, est assez critiquable. Mais il y a toujours cette idée que demain, on pourra supprimer la liste des pays sûrs. Je pense que ça apportera un nouveau souffle à la politique d'asile en France. Autre problème de ce texte, c'est la multiplication des procédures rapides. Parce que jusqu'à présent, la procédure prioritaire, celle qu'on appelait la procédure prioritaire, était limitée à cette question des pays d'origine sûre et à quelques autres catégories. Là, on a quand même élargi le champ des procédures accélérées. Parce que l'objectif, c'était aussi de traiter de plus en plus de demandes d'asile en moins de temps. C'est-à-dire de désengorger, grosso modo, la Cour nationale du droit d'asile qui est effectivement exsangue des demandes. Et ça, c'est une vraie réalité qui a été d'ailleurs souligné par le rapport de la Cour des comptes, dont je ne retiens qu'une partie parce que le reste est assez détestable. Mais c'est vrai qu'il y avait un problème de fonctionnement de cette Cour nationale du droit d'asile, notamment des problèmes de moyens. On a étendu les procédures accélérées, notamment aux demandes tardives, ce qu'on appelle les demandes tardives, ou aux demandeurs qui ont bénéficié d'une entrée irrégulière sur le territoire. Donc on préjuge encore une fois, non pas qu'ils sont d'un pays sûr, mais que comme ils sont rentrés sur le territoire, on va pouvoir rejeter leur demande. Et c'est un peu ça l'idée, c'est qu'on a élargi le champ des procédures accélérées où on va débouter le demandeur. Et le dernier point que je trouve assez détestable de ce texte, mais après on peut en discuter si vous voulez, mais c'est ce qu'on appelle l'hébergement contraint. Donc le texte prévoit la possibilité de contraindre un demandeur d'asile à accepter un logement, quand bien même il serait dans une autre région que la région de la préfecture dans laquelle il a demandé l'asile. Et s'il refuse, on a conditionné ce refus à la possibilité de retirer, suspendre ses allocations. L'objectif étant d'assurer une ventilation de la prise en charge par différentes régions et donc une participation des régions, notamment dans les régions où il y a une forte demande, une harmonisation, une répartition. La philosophie de cette disposition, elle est intéressante, sauf que la conditionner à une sanction de nature pécuniaire me semble plutôt détestable, mais ça aussi, ça se discute, je pense que tout le monde n'a pas le même avis là-dessus. Et le dernier point que je voulais traiter, mais bon, c'est un point quasi philosophique, c'est la question, en fait, de la résolution du problème de Calais, puisque nous sommes ici. De Calais, problème de Calais. Je déteste le mot jungle, je ne l'utilise pas. C'est un problème politique, c'est un problème de diplomatie aussi. Il y a effectivement cette question des frontières extérieures de l'Union européenne qui n'ont cessé de se durcir avec un dispositif, on a parlé de Frontex, mais il faudrait que l'on parle aussi du fichage des étrangers à la frontière européenne. Ça, c'est un vrai problème. Et le règlement Dublin 3, qui est la modification du Dublin 2 et qui a été révisé le 26 juin 2013, prévoit un renforcement encore de ce fichage avec un renforcement du transfert des informations. Ça, c'est une vraie question aussi, parce que le fichage de l'étranger à la frontière européenne, c'est aussi le fichage de l'étranger tout court. Et que fait-on de ces données? Comment les gère-t-on? Et surtout, comment règle-t-on des problèmes qui sont des problèmes qui dépassent un petit peu l'Union européenne, qui dépassent Schengen? On ne peut pas décider de faire, comme depuis 50 ans, des pays du pourtour européen, des forteresses, comme ça a été le cas pour le Maroc, l'Algérie, qui ont joué un rôle aussi d'endiguement de l'immigration. Aujourd'hui, on doit faire face à un autre problème qui est celui de la nécessité de trouver, en dehors du cadre de Schengen, de nouvelles solutions. Et moi, je pense qu'il faudrait que le gouvernement réfléchisse à revisiter ce fameux accord du Touquet pour l'intégrer dans une sorte de Schengen bis qui concernerait les États du pourtour européen et qui leur permettrait aussi de prendre en charge et de résoudre la problématique notamment des migrants de Calais, qui est aussi liée au fait que la Grande-Bretagne ne fait pas partie de l'espace Schengen. Donc j'espère qu'aujourd'hui on arrivera à trouver un accord qui se rapprochera de cette idée-là, mais ça me semble très mal parti. Comme vous le savez, ça a été dit tout à l'heure, le processus de Khartoum, ça concerne la Corne de l'Afrique, mais c'est un processus qui vient à la suite d'un autre processus qu'on appelait à l'époque le processus de Rabat 2006, qui a été l'externalisation et également
l'externalisation des frontières dans les pays du Maghreb. Alors pourquoi insister là-dessus, sur ce processus? Tout d'abord parce qu'il s'agit, je dirais, d'une bis repetita, d'un duplicata qu'on a connu en Afrique du Nord et notamment en Libye, puisque à l'époque de la Libye de Kadhafi, on avait fait la même chose, un accord avec la Libye, pour non seulement externaliser les frontières, la gestion de l'immigration en Libye, mais également la création des camps qu'on a découvert, enfin que certains ont découvert, que nous on connaissait, des camps de gestion de l'immigration subsaharienne dans ces pays. Et suite donc, à ce qui s'est passé en Libye, ça a été la fuite, et on a eu par la suite ce qu'on appelle le camp de Choucha, qui a été immonde en termes de gestion, et dont on connaît encore les conséquences aujourd'hui. Alors, le processus de Khartoum, ça consiste à signer un accord de partenariat avec essentiellement des pays de la Corne de l'Afrique, c'est-à-dire les classiques, les 4 pays, mais pas seulement, ça va au-delà du périmètre, puisque ça contient et le Soudan, l'Égypte, et même la Tunisie est présente. Dans ce processus de partenariat, il s'agit de financer de la même manière des camps, essentiellement dans 2 pays. J'aimerais attirer votre attention sur 2 pays, qui sont le Soudan et l'Érythrée. Pour certains qui ne le savent pas, le Soudan est dirigé par Omar al-Bashir, qui est là au pouvoir depuis 1989 et qui régulièrement bombarde, avant même la Syrie, régulièrement bombarde sa population civile avec son aviation, jusqu'à aujourd'hui. Il existe des camps depuis longtemps au Soudan, qui gèrent non seulement l'immigration interne, mais également l'immigration des voisins, les Centrafricains, les Éthiopiens, et j'en passe. Omar el-Bashir est sous le coup de la CPI, de la Cour pénale internationale, pour crimes de guerre et pour crimes de l'humanité. Il a fui dernièrement lorsqu'il y a une procédure qui a été lancée sur lui en Afrique du Sud, et par conséquent, c'est un régime aujourd'hui, je ne dirais pas dictatorial, mais en tout cas autoritaire, puisqu'il existe une opposition, et avec lequel nous allons signer un accord avec un régime qui lui-même participe à ce type de trafic, puisqu'il existe des milices qui participent à ce type de trafic. Et enfin, l'Érythrée, qu'on appelle un régime, un pays mi-prison, mi-caserne, qu'on appelle également la Corée du Nord de l'Afrique, dont le président est là depuis 1991, Isaias Afwerki, un alcoolique fini, et dont la diaspora est encore aujourd'hui racketée à l'extérieur, même lorsque les réfugiés, par un impôt d'1% de ses revenus, même lorsque les réfugiés ne touchent que, je dirais, le RMI ou la CAF à l'extérieur. Ils sont tenus, tous les mois, de donner 1% de leurs revenus. Parce qu'on réexporte, entre guillemets, des citoyens soudanais qui vont connaître les affres des geôles soudanaises, mais en plus, parce que la Cour européenne, sachez-le, a condamné la France 2 fois pour ce genre de fait. Donc, nous sommes en même temps hors de la loi. Et nous espérons qu'à travers ce forum, on puisse mobiliser pour que l'Union européenne prenne ses responsabilités. Cette politique sécuritaire n'a pas d'avenir, c'est une impasse et qu'il faut changer d'imaginaire, de paradigme et travailler sur ce qu'on appelle la liberté de circulation et d'installation. C'est ça l'horizon d'avenir. Quand ici en Europe, on ovationne les dictateurs, on les aménage, on fait tout pour que ces dictateurs puissent opprimer leur propre population, l'Europe n'arrivera jamais à résoudre le problème migratoire. Et par rapport à l'aide publique au développement, il y a nos États partis qui sont prêts à demander de l'argent et je ne sais pour quel intérêt on leur donne beaucoup d'argent pour affermir leur pouvoir. Et cette aide au public au développement n'est pas accompagnée d'un mécanisme de redevabilité de ces États partis des dictateurs pour qu'ils puissent, dans l'aide publique au développement, qu'on insère la protection des droits humains, la création de l'emploi pour la jeunesse. Ils s'en foutent éperdument de leur propre population. C'est asseoir leur pouvoir parce que quelque part en Europe,
la population européenne les ovationne. On leur déroule même les tapis rouges et ça nous écœure en Afrique. C'est pourquoi vous avez suivi ce dernier temps des mouvements citoyens un peu partout pour dire non à ces dérapages. Donc nous demandons aux écolos de voir la possibilité d'introduire une résolution au Conseil de sécurité pour contraindre ces dictateurs à prendre en compte le besoin élémentaire de leur population. Je vous remercie. Comme on peut découvrir les réalités funestes de la façon dont on fait vivre ces personnes sur notre territoire depuis 6 mois, que ce soit par la lutte des mineurs isolés à Paris et pour la dignité en fait de ces personnes et sur les migrants à la Chapelle depuis juin. Je pense qu'il y a 2 choses. D'une part, c'est vraiment un combat pour la dignité humaine sur notre territoire. Quand on parle de nos valeurs, ce qui me vient à l'esprit, c'est que quand on héberge sec, on fait un hébergement sec de familles avec enfants en bas âge sans les nourrir. Je pense qu'il faut revenir à ce que veut dire la dignité humaine et que il faut que ça soit inacceptable aussi, qu'on ne peut pas simplement se permettre d'héberger des gens sans penser la façon dont ces personnes adviennent à leurs premiers besoins, surtout si elles ne peuvent pas travailler et qu'elles arrivent sans moyens. Et deuxièmement, pour être franco-américaine et pour avoir vécu, pour avoir eu l'impression d'être en exil en Europe depuis, quand Bush est arrivé au pouvoir, c'est aussi une notion de, quand vous parliez d'imaginaire, Damien, et je félicite votre analyse, elle est vraiment très pertinente. Non seulement l'imaginaire américain aussi a été dévoyé, puisque c'est quand même un pays d'immigration, c'est fondé par des Européens aussi venus de l'Europe à cause de la persécution religieuse au départ, et ça on l'a oublié aux États-Unis, on l'oublie en Europe. L'Europe étant aussi fondatrice après la Deuxième Guerre mondiale, étant une terre de valeurs, c'est aussi revenir à ces valeurs d'une part, et d'autre part, vraiment changer la charge, inverser la charge et dire qu'on la migration, comme l'homophobie, comme l'islamophobie, comme beaucoup d'autres sujets, est un bouc émissaire. On transforme des personnes comme bouc émissaires pour agir sur un sujet émotionnel à un moment où une guerre économique qui vise à privatiser l'Europe s'abat. Et donc du coup, je pense que c'est aussi ça, c'est revenir sur la vraie charge qui est la privatisation de l'Europe et la privatisation des services publics. Mais cette guerre économique qui transforme aussi ça, et de ne pas inverser cette charge-là et transformer des personnes qui viennent ici pour trouver un refuge en bouc émissaire et de les maltraiter, de mettre fin à ces politiques de maltraitance institutionnalisées.